La France aussi vient d'autoriser à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Les amis, cette guerre sera totale. Je ne sais même pas comment commencer cette histoire. C'est bouleversant, c'est choquant. Vous savez, quand on n'a pas de responsabilité derrière ces actions, les actions peuvent aller n'importe où. C'est facile d'envoyer les enfants des autres à la guerre. Surtout quand on n'a pas d'enfants ou on n'en veut pas, d'accord ? On n'en souffre pas. Il n'y a pas de ligne rouge en matière de soutien à l'Ukraine, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères à la BBC. Donc, Jean-Noël Barrot a déclaré que l'Ukraine pourrait tirer désormais des missiles français à l'emporter sur la Russie. Et c'est dans une logique de légitime défense. Mais il n'a pas confirmé si les armes françaises ont déjà été utilisées dans le combat. L'Ukraine doit pouvoir neutraliser des cibles militaires en Russie lorsque ces cibles permettent à la Russie d'agresser les Ukrainiens. C'est un principe de légitime défense et il est reconnu par le droit international, même avec des missiles s'il le faut. Donc, l'Ukraine peut se servir des armes à l'emporter d'origine française pour frapper à l'intérieur de la Russie, sans difficulté. Et ça, malgré le fait que Poutine ait répondu, il y a quelque temps, en usant de Oreshnik, le nouveau missile russe. La France poursuit sa route, soutenant ainsi les États-Unis et l'Angleterre, en autorisant l'Ukraine à frapper à l'intérieur du territoire russe, usant des matériels français. Mais est-ce que le matériel français a déjà été utilisé en Ukraine pour frapper les Russes? Ils n'ont pas voulu confirmer cela, parce qu'évidemment, ce serait aggraver les histoires. Il dit le principe est posé. Nos messages au président Zelensky ont été bien reçus. Alors, après qu'on lui ait demandé si ceci pourrait dire, puisque le soutien pour l'Ukraine évidemment est manifeste, que les troupes françaises pourraient se présenter au combat, il a déclaré « Nous n'écartons aucune option ». C'est-à-dire que la France est prête pour aller s'engager à la guerre, même si Vladimir Poutine répondait de manière farouche, les Français et même les militaires, puisqu'il dit « Nous n'écartons aucune option », seront prêts à aller faire la guerre. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi intensement et aussi longtemps que nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Chaque fois que l'armée russe avance d'1 km carré, la menace se rapproche d'1 km carré de l'Europe. Voilà ce que déclare M. Jean-Noël Barrot. Donc la menace de la Russie s'approche de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait dire que les Russes sont une menace pour l'Europe? On se pose la question. Est-ce que les Russes menacent-ils vraiment d'aller en Europe? Risquent-ils d'aller prendre des territoires en Europe et annexer à la Russie? Point d'interrogation. On ne peut seulement regarder dans le passé pour essayer de voir. Dit-on, si tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? On s'en revient en 1880 quelques. Quand beaucoup de pays européens s'est réunissaient pour aller en Afrique, pour aller se partager le gâteau, la France a pris des territoires qui sont là, l'Angleterre a pris des territoires qui sont là, l'Espagne a pris des territoires, le Portugal a pris des territoires, les Allemands ont pris des territoires, les Portugais ont pris des territoires, tout le monde a pris des territoires. Les Italiens ont essayé, bon, ils ont échoué parce que les Éthiopiens, ça rigole pas. Enfin bref, c'est pour dire que les Russes étaient où pendant ces temps-là? Pourquoi ne pouvaient-ils pas venir en Afrique aussi pour, prendre une part du gâteau? Parce que tout le monde se servait. Il y avait tellement d'or, de diamants, de zinc, de coltan, d'uranium, de cobalt, de bois et beaucoup d'autres choses. Pourquoi ne sont-ils pas venus disant « Ah, les petits Africains, écoutez, on ne risque absolument rien, on peut y aller pour nous enrichir. » Les Russes ne sont jamais venus. Au contraire, ce sont les Européens qui sont protecteurs de la démocratie, qui sont venus en Afrique en paupérisant, en tuant, en massacrant, en vidant, en pillant ces peuples africains pendant des longues années, qui étaient des vrais bourreaux en réalité. Et en fin de compte, d'ailleurs, les Russes étaient là pour soutenir beaucoup de pays africains qui essaient de se libérer de ce joug de l'esclavage. Beaucoup d'Angolais qui ont reçu des armes venant des Russes pour se libérer. Les Mozambicains, les Sud-Africains luttant contre l'apartheid. Je vous rappelle ici d'ailleurs qu'à l'époque, pendant l'apartheid, où les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud ne pouvaient pas vivre ensemble ou marcher dans les mêmes rues, les Américains, les Européens soutenaient le régime de l'apartheid. Et ce sont les Russes qui envoyaient, ce sont les Russes qui envoyaient des armes, de l'intelligence, des entraînements pour aider, permettre à ce que ces Noirs essaient de se libérer. Et on parle ici des années 90. Il n'y a pas très longtemps. Donc, les Russes vont-ils aller conquérir des terres s'ils n'ont jamais fait dans le passé? Pour l'interrogation, on se pose la question. Pourquoi iraient-ils en Europe? Celui qui a commencé la Deuxième Guerre mondiale, ou la Première peut-être, ce sont les Russes. Avaient-ils pas des ambitions pour gagner du terrain? Point d'interrogation. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces raisons avancées selon lesquelles la sécurité de la France est en danger, c'est-à-dire à chaque fois que l'armée russe avance d'1 km carré, la menace se rapproche d'1 km carré de l'Europe? Pourquoi on ne finit pas cette guerre amicalement, calmement?
Alors pourquoi la France se lèverait-elle contre la Russie de cette façon, en envoyant des armes et en autorisant aux Ukrainiens de frapper à l'intérieur de la Russie? Bon, écoutez, il y a de ces pays ici en Afrique que nous pouvons voir, le Mali, Burkina Faso, le Niger, regardez, ouais, des pays frères qui aujourd'hui font une confédération déjà. Ils sont en train d'avancer vers une nouvelle direction. Ce sont des pays qui étaient autrefois colonisés par la France, n'est-ce pas? Pas par la Russie. Okay, ils ont subi le fouet, les chicottes et tout le bazar de la France. Okay, on va essayer d'être propre. Par la Russie, pas du tout, n'est-ce pas? Où les militaires français étaient là. Au départ, c'était pour le colonialisme. Ensuite, c'était une coopération. Et après, c'est devenu pour un soutien contre le terrorisme. Et après, malgré tout, puisqu'on a remarqué que le terrorisme ne se terminait pas, malgré toutes ces années de leur présence, on leur a demandé de quitter le pays. Écoutez, vous allez chez le docteur parce que la dent ou la tête fait mal. Le docteur vous donne un traitement pendant 2 semaines et ça fonctionne pas. Vous faites quoi? Vous continuez pas, vous allez chercher un nouveau docteur. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Vous achetez de la viande dans un supermarché, mais cette viande apparemment n'est pas succulente. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à y aller, vous payez votre argent ou vous allez avoir ailleurs. Et ben c'est exactement ce que ces 3 pays ont fait. Ils ont tourné leur visage vers la Russie, en boutant hors du territoire des militaires français qui ont été accusés à plusieurs reprises de beaucoup de choses. Vous pensez que la France serait content de voir ses intérêts partir? Parce qu'écoutez, l'amitié de la France et ces pays africains, c'était pas gratos. C'est pas la famille du tout. Écoutez, ce sont des Français et des Africains, des petits Africains et des Français. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Écoutez, il y a des choses. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a beaucoup de choses. Et on peut pas vouloir voir que quelqu'un d'autre vienne prendre ce qui vous appartient, entre parenthèses. Si toi, tu me ravis, mon ami, ben écoute, peut-être que moi aussi, il faudrait que je devienne l'ami de ton ennemi. C'est ça. Donc le soutien de la France à l'Ukraine n'est pas essentiellement parce que la France aime la liberté. Écoutez, l'histoire nous montre que la France n'a pas été un grand souteneur ou un grand soutien à la liberté. Pas du tout. À moins qu'on dise que la liberté des Ukrainiens et des petits Africains, c'est différent. Enfin bref, là, ça serait un nouveau cas. On ouvrirait dans ce cas une porte vers le racisme. Enfin bref. Donc je répète ce qu'il dit. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi intensement et aussi longtemps que nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Chaque fois que l'armée russe avance d'1 km², la menace se rapproche d'1 km² de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe sur le plan militaire? Militairement, le président Vladimir Poutine a promis davantage des tirs d'essai au combat avec son missile hypersonique expérimental Orechnik qu'il a lancé à l'Ukraine le jeudi passé. Donc ils vont continuer à se servir dans le combat. L'Ukraine recherche des systèmes de défense aérienne modernisés auprès de ses alliés en réponse à la nouvelle menace posée par la Russie avec ses missiles hypersoniques, a dit le président Zelensky. Bon, M. Poutine a dit que ces missiles sont instoppables. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Mais l'Ukraine dit qu'il a besoin de systèmes de défense plus à jour pour défendre. Comment fera-t-il? Enfin, bref, il cherche le THAAD des Américains pour essayer de renflouer un peu son système de défense. Les experts estiment que Orechnik peut avoir une vitesse de 10 fois supérieure à celle du sang pour atteindre des cibles situées à 5000 km. Ce n'est pas de la rigolade. Vous savez, dans le passé, les gens pensaient que la vraie peur, c'est seulement les bombes atomiques. Mais je pense que la Russie nous montre manifestement que ce n'est pas le cas. On peut vous bomber sans vous bomber atomiquement, mais vous cabosser correctement. Le général Sergei Karaviev, chef des forces des missiles stratégiques russes, a déclaré que l'Orechnik pourrait atteindre des cibles dans toute l'Europe et d'être équipé d'ogives nucléaires ou conventionnelles. Ça, c'est un message très clair. On peut atteindre n'importe où en Europe en très peu de minutes. Et on peut aussi équiper ces missiles des ogives nucléaires. Donc on peut vous détruire. Ce sont des messages simples. Donc on va vous... C'est systématique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réitéré ses appels au calme et à la retenue dans la guerre après que la Russie a confirmé qu'elle avait tiré un nouveau missile balistique sur l'Ukraine. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que la guerre entrait une phase décisive avec un risque réel de conflit mondial. Il faudrait prendre les choses au sérieux. Le Premier ministre hongrois Orban a quant à lui déclaré que l'Occident devrait prendre les avertissements de Poutine très au sérieux, car la Russie fonde principalement sa politique sur la puissance militaire. Le Premier ministre hongrois, évidemment, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup en Europe, parce qu'il n'est pas partisan de la guerre contre la Russie. Le
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti que jamais auparavant la menace d'une guerre nucléaire n'était aussi grande et a accusé les États-Unis d'avoir une politique agressive et hostile envers la Russie et Pyongyang. Donc Pyongyang est en train d'accuser les États-Unis, comme jamais ne le fait qui que ce soit dans le passé, d'être l'auteur du désordre international. Merci les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Français veulent rentrer dans la rhétorique. Le Premier ministre a demandé aux Ukrainiens de faire usage de leurs missiles pour frapper dans la Russie. On semble savoir pourquoi les Français se rangent derrière les Américains et les Anglais, mais spécifiquement en encourageant aussi, nous allons frapper, nous allons tout ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la politique de Macron est bonne dans cette position où il enverrait des enfants d'autrui à la guerre? Vous savez, quand on a des enfants, on a des sentiments là, tout ça. Et quand on a passé son temps, on n'a jamais connu ces histoires-là. C'est facile de dire, allez, mourir à la guerre. En Afrique, les gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, on ne grandit plus. On apprend seulement à fignoler français pour ceux qui vivent dans les pays francophones. C'est ça. Voilà pourquoi quand je vois des gens confrontés à une personne complètement abrutie, beaucoup plus âgée, et mon vieux. Vous savez, avez-vous déjà été ami à une personne, mais son vieux, c'est quelqu'un que tu n'appellerais jamais vieux. Parce que c'est quelqu'un de désordonné, c'est un impoli, un irrespectueux lui-même. C'est un monsieur qui se comporte de manière banale. Il a une bassesse effrénée. Mais la personne qui est censée être ton ami l'appelle vieux. Et tu te sens presque dans l'obligation de lui accorder le même respect. Mais quelque part, moi je rejette ces genres d'histoire. Ça ne m'arrive pas souvent, mais je me souviens très clairement avoir rejeté à plusieurs reprises ces genres d'histoire. Ah, mon vieux, moi je l'appelle en son nom. Pendant que lui, mon vieux Patrick, moi je dis bonjour monsieur Patrick, comment ça va? Ah, comment ça va? Voilà. Ou bonjour Patrick. Ce n'est pas aussi mal que ça. Si quelqu'un ne se respecte pas, on lui accorde pas le respect, on dit commande ou exige son âge. Le respect, c'est par rapport au comportement. Le respect, c'est la tenue personnelle. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Parce que même les aboutis vieillissent. Ibrahim Traoré, un homme très intéressant. Un jeune homme très intéressant. Mais qui fait une différence incroyable. Dans son discours récemment, a parlé de beaucoup de choses. Suivez. Bonjour à tous, j'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ces moments d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc de nos frères, sœurs, papa et maman donc de la région du plateau central. Mais je souhaiterais qu'on puisse rendre un hommage vibrant à ceux-là qui se battent au front, qui nous permettent nous de nous retrouver ici, d'échanger et de voir les perspectives pour notre patrie. Et je voudrais qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. Immédiatement avant de commencer, il exprime son respect à l'égard de ceux qui ont sacrifié de leur vie et leur famille pour la nation. C'est profond. C'est un signe de grandeur. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans cette situation de guerre et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure et j'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Donc, ils sont dans leur logique de protéger leurs intérêts, de la mauvaise façon certes, mais nous, notre devoir c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. Ibrahim Traoré signale ici que l'Occident souhaiterait que l'Afrique reste en guerre.
que l'Afrique reste en désordre. Plus il y a la guerre en Afrique, plus ils vivent le bonheur chez eux. Plus l'Afrique est concentrée sur comment résorber ces guerres, moins elle aura le temps de se construire, de se bâtir, de s'établir. Donc, s'il n'y a pas de guerre en Afrique, les Africains seront beaucoup trop concentrés à essayer à construire l'Afrique. Et l'Europe, dans son cas, sera pauvre. Soit l'Afrique est riche, soit l'Europe est riche. C'est comme ça. Bon, ils pourraient avoir une certaine forme d'égalité, mais ils ne veulent pas ça. Ils veulent que soit vous soyez riches pendant qu'ils sont pauvres, ou soit vous êtes pauvres et ils sont riches. Quel serait leur choix, d'après vous? C'est évident. Voilà pourquoi donc, je profiterai donc de ce mois béni, où chrétiens et musulmans se retrouvent donc en mois de carême. Souhaiter un bon mois de carême à tous, et que Dieu exauce les prières des uns et des autres. Aussi que chacun puisse, à son niveau, vraiment profiter de ce mois pour changer de paradigme vis-à-vis de ses voisins, de tous ceux qui nous entourent. Et je souhaite que les leaders religieux, ici au Burkina Faso, profitent de ce mois aussi pour prêcher, voilà, je dirais la bonne parole, pour prêcher vis-à-vis de ceux-là, ces égarés qui tiennent les armes dans la brousse et qui tuent, parce que certains tuent et ils pensent qu'ils tuent au nom de la religion. Il faut que les leaders religieux puissent donc ensemble faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches, pour les faire comprendre que ce n'est pas de la religion. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des frères ou des sœurs qui sont FDS, qui sont dans la brousse. Il est quasiment impossible aujourd'hui de prendre une base terroriste et ne pas trouver des livres coraniques ou autre chose. Ça veut dire que, donc je pense que par la parole, vous pouvez les atteindre. Il faut faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ça, ce n'est pas de l'islam. C'est tout sauf de l'islam. On n'a jamais dit de tuer. Et nous irons plus loin même. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Normalement, c'est une religion de paix, de solidarité, voilà, d'entraide. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Ibrahim Traoré a signalé qu'il serait important de s'adresser aux enseignants pour que ces enseignants disent à la population que tuer au nom de la religion n'a aucun sens. Ce n'est pas spirituel. Ok? On ne tue pas au nom de la religion. Ça n'a absolument rien à voir. L'islam n'est pas une religion des tueries. Voilà ce que M. Traoré a. Au lieu de condamner ces personnes qui sont certainement dans l'ignorance, il préfère évidemment les instruire. Vaut mieux instruire une personne ignorante que condamner et crucifier cette personne pour son ignorance. Plusieurs opérations sont en cours. Nous sommes en phase de consolidation et nous poursuivons nos manœuvres jusqu'à nos frontières. Dans quelques jours, vous serez bien sûr au courant de tout ce qui a pu être récupéré et nous allons nous implanter dans ces zones pour toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Et cela va se passer de façon progressive. Il y a peut-être des régions qui sont aujourd'hui, qui semblent ne pas voir certains actes, mais la guerre, c'est de manière évolutive. Nous allons blanchir totalement des zones et arriver au fur et à mesure. Et resserrer l'étau sur ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que de choix, soit de comprendre le message, revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. C'est à eux de choisir. Monsieur le Président insiste que le pays sera libéré de tous ces centimètres. Donc, quoi qu'il en soit, vaille que vaille, ils arriveront au bout et récupéreront chaque centimètre du pays des mains des terroristes. La guerre sera longue, mais la guerre sera réelle et effective. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça?
la dette intérieure là, on va payer ça. Cette fin du mois là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. C'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer. C'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Il faut le faire. Ceux-là aussi qui importent, qui viennent cacher aussi dans les magasins pour qu'il y ait l'inflation, je vous en prie, dénichez-les et dites-les d'arrêter. On ne paye pas venir cacher, attendre qu'il y a le manque pour sortir et puis mettre des prix assez élevés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense que le ministère a lancé pour dénicher les magasins que les gens ont construits dans les non-lotis là, pour stocker. Ah, si on prend là, on va vendre gratuitement et verser au trésor. C'est ce que j'ai donné comme instruction. Donc, déclarer les magasins et on va avancer. Donc, je compte sur vous, messieurs les opérateurs économiques, pour que, au sein de vous, que vous vous conseillez et que ce genre de situation-là n'arrive pas. Les gens retiennent. Ils attendent qu'il y ait le besoin et maintenant ils sortent, ils mettent un prix pour avoir... Ça, c'est même pas bon. C'est pas bon. Je ne pense pas que c'est une fortune que Dieu va bénir. Le chef de l'État ici signale que les Burkinabés ont le droit d'importer tout ce qu'ils désirent. Ok? Vous savez, généralement, pour contexte, en Afrique, quand vous importez des histoires venant d'ailleurs pour revendre dans le pays, on vous frappe des taxes incroyables, des taxes quelquefois titanesques qui vous déstabilisent et vous mettent en incapacité de continuer à travailler. Dans un pays ici, il y a la femme du chef de l'État qui pouvait importer tout ce qu'elle veut sans taxe, zéro taxe. Elle importe tout. Les poissons, la viande, tout, elle importe tout. Sans taxe. Mais l'humain normal qui essaie d'importer quoi que ce soit doit payer les taxes. Bon, comment vous allez compétir avec une telle personne qui apporte des tonneaux et des caisses, des conteneurs de toutes ces histoires-là sans payer les taxes? Pendant que vous, pour emmener quoi que ce soit, il vous faut payer des impôts plus grands. Il vous faut payer des taxes qui valent quelquefois beaucoup plus cher que l'élément que vous essayez d'importer. C'est de la folie. Traoré dit, s'il y a quelqu'un qui veut importer quoi que ce soit et qu'on lui donne des problèmes, qui viennent au bureau discuter. Ici, il fait savoir à toutes les personnes qui cachent des produits importants dans la société, dans leur maison, jusqu'à ce qu'il y ait scarcité ou rareté de ce produit, pour finalement sortir le produit et le vendre à prix cher, qui seront arrêtés. Vous savez, les gens font ça, ok? Donnons un exemple banal. À supposer que les gens cherchent des batteries et vous avez des batteries à vendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous cachez vos batteries. On parle de batteries ou des piles, par exemple. Des piles pour télécommande, des piles pour sonnettes, des piles pour alarme, des piles pour machine à massage. Imaginez qu'un commerçant ait ses piles dans ses stocks, mais les cache. Dans quel objectif? On attend que les piles soient finies dans le marché. Quand il n'y a plus de piles dans le marché, lui, il sort ses piles, mais à un prix très cher. Vous vous sentez obligé d'acheter ces piles à un prix exorbitant puisqu'il n'y a pas de piles dans le marché. Il dit, celui qui fasse ce genre d'histoire, il va aller en prison. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose.
s'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi. C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Monsieur Traoré insiste ici sur qu'est-ce qu'on peut créer au Burkina Faso. Ce qu'on peut créer au Burkina Faso, venez voir l'office et discuter. Il y a une application établie pour ça. Ça permettra d'évaluer le fait et peut-être vous permettre de commencer à créer cette histoire au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso est fatigué d'importer tout. On veut commencer au fait, impulser le fait de créer beaucoup de choses sur place. En cela faisant, qu'est-ce qu'on fait? On crée des emplois pour beaucoup de personnes. Et aussi, on crée cette capacité de connaissance, le modus operandi, les gens comprennent comment ça fonctionne et comment ça le faire au Burkina Faso. Dernier point, qui sont donc nos camarades élèves et étudiants, qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. On va faire des cités universitaires. Et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça? Le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer la cité universitaire, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre. Je dis de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. Et j'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Et comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. C'est ça l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça? Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi. Nous ne perdons jamais espoir. Nous sommes vraiment très confiants. Et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais. On va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24. 12 mois sur 12. Donc, on est dans ce rythme. Tant que les soldats au front n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière, on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc, les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc, je pense que petit à petit, il y a de la progression.
On voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Monsieur Ibrahim Traoré parle de la création des laboratoires dans des universités au Burkina Faso. Évidemment, c'est un problème qu'on voit dans beaucoup de pays africains où les gens sont obligés d'aller quelque part ailleurs pour aller se ressourcer. Et aussi, les scientifiques, pour faire leurs recherches, ont besoin d'aller dans des pays à côté pour aller faire leurs recherches. Et ça leur coûte beaucoup d'argent. Ils peuvent le faire sur place. Ses intentions sont claires. Il veut progresser et avancer. Et encore une fois, je disais, la sagesse n'a absolument rien à voir avec l'âge. Okay? La sagesse est un don de Dieu, bien qu'on peut le développer. Okay? On peut enrichir sa sagesse. Mais les gens à 31 ans, généralement, sont limités. Ils ne peuvent plus évoluer sur le plan mental. La plupart des gens, aujourd'hui, à 47 ans, ont le même âge qu'ils avaient à 31 ans. En tout cas, le même âge mental. Monsieur Traoré est l'une de ces personnes spéciales que Dieu donne au monde. L'une de ces personnes spéciales que Dieu donne à une nation, dans l'objectif d'aboutir. Comment ça se fait que votre président n'arrive pas à faire ce genre d'histoire avec son âge? Comment ça se fait que votre président, pour beaucoup de personnes qui pensent que dans la vie, pour guider, être intelligent et sage, il faut avoir 67 ans. Le 2 septembre 2025, l'armée américaine a bombardé un bateau du Venezuela, dans les Caraïbes. Donald Trump s'est déclaré responsable d'avoir fait ce fait. C'est-à-dire, l'armée américaine a mené des frappes sur un navire à la mer du Caraïbe, que le président Trump et d'autres responsables américains ont affirmé être un bateau transportant de la drogue aux États-Unis d'Amérique. Ils ont évidemment présenté une vidéo sur Internet, disant que c'était la vidéo affirmant cette histoire. Selon le président Trump, la frappe a eu lieu dans les eaux internationales et a entraîné la mort de 11 personnes. Donc, vous voyez la vidéo ? La vidéo était présentée, c'est une vidéo à noir et blanc. Et il y a des gens qui posent beaucoup de questions pour dire, bon, écoutez, la vidéo à noir et blanc, on ne sait pas vraiment dire qu'il y a 11 personnes. Secondo, comment peut-on dire qu'il y a de la drogue sur cette histoire? Ok, qui dit la vérité? Enfin, on pourrait voir n'importe quel bateau, mais aussi penser que ça pas pour dire que les Américains ont tort, parce que on pourrait poser de questions. La vidéo de la frappe a été diffusée par la Maison-Blanche. Les États-Unis ont déclaré que l'action faisait partie des efforts plus larges de lutte contre les stupéfiants dans la région et constituait un avertissement au cartel de la drogue. Je rappelle que M. Trump avait affirmé qu'il ferait une forte guerre contre les cartels en Amérique du Sud. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, que vous connaissez, un président qui s'exprime très largement avec ostentation, n'a encore pas fait de réplique ni de réponse, mais en réponse à la présence militaire. En réponse à la présence militaire, pas en réponse à l'attaque contre le petit bateau. La présence militaire. Quelle présence militaire? Donald Trump a envoyé des bateaux autour du Venezuela, des bateaux de guerre, incluant aussi un sous-marin à capacité nucléaire. Est-il en train de préparer la guerre contre le Venezuela? Et quelles seraient les raisons? Je pense qu'il est important. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut comprendre ce qui se passe ailleurs. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas parler de gentillesse, de sympathie sans avoir la force. Ça n'a aucun sens. Quand je vois une personne qui parle d'humilité, je suis quelqu'un de humble, mais vous regardez, il a $13 en banque. Moi, ça me fait rire parce que tu n'as pas de quoi être orgueilleux, mon frère, en toute humilité et toute simplicité. Vous n'avez pas de quoi être orgueilleux si vous joignez à peine les deux bouts. C'est complètement incohérent. Ça, ce n'est pas pour vous. L'orgueil et la prétention ne vous appartiennent pas. Ok? On peut parler d'humilité seulement quand on a de l'argent. Comme on peut parler de sérénité quand on a de la force. On ne peut pas parler de simplicité, de sérénité, de condance quand on n'a pas de force. Donc une personne faible ne peut pas dire je suis humble. Ça n'a aucun sens. On ne peut dire qu'on est humble seulement si on a la capacité du contraire. Donc avant d'être humble, il faut être fort. Sinon, votre humilité n'a aucun sens. C'est simplement un signe de faiblesse. Vous êtes en incapacité de faire face aux affrontements. Voilà pourquoi vous êtes simple et humble. Vous êtes humble parce que vous avez peur. Vous avez peur de faire face, confronté à une personne plus forte que vous, puisqu'elle va vous écraser. Voilà pourquoi vous êtes humble. Donc, pour survivre dans un milieu, il y a des gens qui sont des lions. Comment il faut faire? Il faut être humble pour pas qu'ils vous écrasent. Vous pouvez devenir prétentieux, orgueilleux seulement si vous en avez les capacités. Ceci est valide aussi en ce qu'on parle des pays. La force est très importante. Il faut être fort. Monsieur Maduro, il est prêt à aller faire la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Il a fait appel à ses citoyens pour aller se lever contre les États-Unis d'Amérique. Il a envoyé des militaires dans les côtes du Venezuela pour résister. Le président n'a pas commenté directement les frappes, mais en réponse à la présence militaire américaine accrue dans les Caraïbes, il a déployé des troupes au long de la côte frontière du Venezuela. Il a exhorté les citoyens à rejoindre une milice civile. Donc Maduro a précédemment accusé les États-Unis d'Amérique, comme vous le savez, d'exagérer le rôle du Venezuela dans ce trafic de drogue aux États-Unis. Il dit Trump est en train d'exagérer les accusations sur le Venezuela. Son objectif est clair. Il a envie de venir changer le régime au Venezuela. Et vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi Trump voudrait changer de régime.
Maduro a déclaré que les États-Unis utilisaient le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue pour justifier un renforcement militaire visant à un changement de régime. Il a affirmé que les États-Unis avaient déployé un grand nombre de navires de guerre, y compris un sous-marin nucléaire, armé des missiles, et qualifie cela de grandes menaces qui auraient été vues sur notre continent au cours de 100 dernières années. Rappelez-vous aussi que M. Trump avait envoyé un sous-marin nucléaire contre la Russie après que le président Medvedev eut fait un commentaire qu'il n'a pas aimé. Est-ce qu'il a frappé? Non, pas du tout, il n'a pas frappé. Frappera-t-il le Venezuela? Point d'interrogation. Est-ce une intimidation? Point d'interrogation. En réponse, Maduro a placé le Venezuela en préparation maximale pour la défense. Secondo, il a déployé des troupes, Il a déployé des troupes vénézuéliennes au long de la côte et des frontières avec la Colombie. Pourquoi? Vous savez, il y a quelque temps, il y a eu tentative de coup d'État et le Venezuela a accusé les États-Unis et ces gens qui sont venus faire cette tentative seraient venus de la Colombie. Alors on a placé des militaires à la frontière. Tertio, il a appelé les citoyens à s'enrôler dans une milice civile pour défendre la nation. Regardez ces gens, tous ces gens ici. En tout cas, la grande partie de ces gens ici font partie de la jeunesse qui vont se joindre à Maduro pour résister contre les États-Unis d'Amérique. Évidemment, pour comprendre ceci, il faut rentrer dans le temps pour comprendre quelles sont les raisons du conflit. C'est simple. Le Venezuela et les États-Unis d'Amérique sont-ils ennemis depuis toujours? Absolument pas. Il y a cela plusieurs années, ils étaient amis, ils travaillaient ensemble. Il y avait des investissements américains aussi au Venezuela. Et parmi ces investissements, il y avait des investissements dans le pétrole, qui étaient massifs d'ailleurs. Et à un moment donné, les États-Unis, comme ils ont fait généralement dans plusieurs pays en Amérique du Sud, ils géraient le business. Dans certains pays d'ailleurs, on accuse les États-Unis de surexploiter, de surexploitation. Et aussi, pendant ce temps, les Américains se faisaient de l'argent, de la monnaie. Pendant ce temps, les habitants du pays vivaient dans des conditions absolument difficiles. L'exemple du Cuba, par exemple, au Cuba, les Américains avaient des investissements partout, dans l'hôtellerie, dans les transports, dans la communication, la télécommunication et dans beaucoup d'autres choses. Et les Cubains, finalement, n'avaient pas grand-chose. À l'arrivée du régime qui était impliqué dans cette histoire, ils ont voulu changer ça. Ils ont dit, écoutez, ça c'est notre pays. Nous, on veut notre pays. Et c'est à partir de là que Cuba et les États-Unis se sont pris la tête. Ils ont demandé aux Américains de quitter. Bien qu'ils ont perdu les investissements, jusqu'à aujourd'hui, les troupes américaines sont toujours à Cuba. De force, en tout cas pas de gré, rentrant au Venezuela. De même pour le Venezuela. Il y a beaucoup d'investissements américains au Venezuela. Et le Venezuela a commencé par faire plusieurs choses pour changer les histoires. Nationalisation des actifs pétroliers américains. Donc, on a nationalisé les actifs pétroliers américains. Au départ, le Venezuela voulait discuter avec les États-Unis, disant, écoutez, on veut plus de parts dans vos entreprises. Vos entreprises travaillent chez nous, mais nous, on veut plus d'implication, on veut plus d'argent. Chose qui est tout à fait raisonnable ou réfléchissable, au moins, si on peut le dire. Mais les Américains, en tout cas certaines entreprises, ont refusé de le faire. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Et pendant des décennies, les entreprises américaines comme ExxonMobil, que vous connaissez, ConocoPhillips, Chevron ont mené des importantes opérations au Venezuela. Mais à partir de 2007, Chavez a dit niet, fini. Il a commencé à parler de libération, nationalisation. Bon, on va essayer d'expliquer. Le concept politique est très simple. Pour tout le monde, les Américains sont capitalistes et les Vénézuéliens sont socialistes. Le capitalisme, prenez ça comme un exemple simple. Imaginez une pizza. Une pizza à 12 morceaux. 12 morceaux, il y a 12 personnes pour manger. Dans le capitalisme, la personne la plus forte prendra 8 morceaux pour lui-même. Et la personne après, elle prendra peut-être 2 morceaux. Et il y a combien de morceaux qui restent? Combien de morceaux? La première personne a pris 8, la deuxième a pris 2. Vous connaissez pas les maths. Il reste 2 morceaux. 2 morceaux pour partager à combien? À 10. C'est ça le capitalisme. Le socialisme d'après les livres. L'application d'après les livres du socialisme, comme il y a 12 morceaux, chacun prendra un morceau puisqu'il y a 12 personnes. Mais le socialisme a aussi des difficultés, parce que ces difficultés sont telles que une personne qui travaille plus que les autres ne peut jamais avoir plus que les autres. Il n'y a qu'un seul morceau à avoir. Et une personne paresseuse qui n'a pas envie de travailler aura certainement son morceau sans vraiment fournir beaucoup d'efforts. Et c'est décourageant pour certaines personnes. En tout cas, le Venezuela a bougé vers le socialisme, voulant ainsi fortifier ou peut-être enrichir sa population, chose qui n'a pas tout à fait été accomplie. Alors c'était à partir de là que les États-Unis et le Venezuela ont commencé à croiser le fer. Le Venezuela s'est tourné vers l'Iran, la Russie et la Chine, pendant que les États-Unis ont sanctionné les actifs vénézuéliens, y compris le pétrole. L'objectif était simple, asphyxier la population, de sorte à ce que la population se lève contre le gouvernement et change de régime. Malheureusement, ce n'est pas arrivé de la sorte. Jusque-là, ils sont en train de résister. Comment? On ne sait pas. On ne fait qu'observer. Et aussi, il y a l'isolement. Donc, quand les États-Unis vous sanctionnent, vous ne pouvez pas parler à d'autres pays. C'est un peu comme l'homme fort du quartier ou l'homme fort de la classe qui dit, écoutez, si tu lui parles, tu auras le problème. C'est un peu ça. Donc, maintenant, les autorités du Venezuela ont accusé Marco Rubio, ce monsieur ici, disant que cette vidéo a été produite par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une vraie vidéo.
C'est une accusation, une fausse accusation ayant pour objectif de déclarer une guerre contre le Venezuela et venir changer de régime. Ok? Bon, beaucoup de gens posent des questions. Si la vidéo est vraiment vraie, pourquoi elle est en noir et blanc? Pourquoi on ne montre pas la vraie vidéo? Puisqu'on en a fait à plusieurs reprises, on voit plusieurs vidéos en couleur. Mais est-ce que si la vidéo est noir et blanc, ça veut essentiellement dire qu'elle est fausse? Point d'interrogation. Est-ce que la vidéo est vraie ou intelligence artificielle? Point d'interrogation. Sont-ils vraiment en train de combattre les gens qui transportent la drogue ou c'est une invention totale? Point d'interrogation. L'histoire, quand même, nous raconte des vérités qu'on veut savoir si on ne les a pas. Okay. Est-ce qu'il s'est déjà passé des histoires dans le passé où on a inventé quelque chose pour créer autre chose? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Oh, avant de partir, YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si ceci a été intéressant pour vous. Et aussi, mettez un commentaire. Vous savez, ici, l'objectif, ce n'est pas d'écouter Zach Mukasa. L'objectif, c'est de partager en termes d'intelligence. Et on vous sait très intelligent. God bless. Au Burkina Faso, il a été rapporté que le président Traoré a des intentions d'abolir les habits de seconde main. Okay? Seconde main, second hand clothes, c'est-à-dire des habits déjà portés, les habits généralement qu'on envoie en Afrique, seront interdits d'entrer au Burkina Faso. Imaginez-vous vous retrouvez dans un coin où vous avez vraiment faim. Vous avez tellement faim, vous voyez quelqu'un à côté de vous qui paraît sympathique, qui a entre ses mains de quoi manger. Des gâteaux, je sais pas, des croissants, ou peut-être des mangues. Ok, et vous en voulez. Le monsieur remarque vos intentions et vous donne la mangue. Il en a plusieurs. Ok, mais pour vous donner une mangue, il préfère vous donner la mangue où il a mordu. Okay? Déjà mordu la mangue, il vous donne la mangue où il a... Il vous donne. Vous voyez ça souvent chez les enfants aussi, n'est-ce pas? Enfin, on a tous vécu ça quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous léchez la mangue, exactement là où il a léché et mordu, ou vous jetez la mangue, carrément par dignité. D'abord, est-ce qu'il y a la dignité quand on a faim? Enfin, quand on a faim, est-ce qu'il y a dignité? Je me demande, point d'interrogation. Certaines personnes vous diront, il y en a absolument pas quand on a faim, il faut accepter n'importe quoi. D'autres personnes vous diront, quoi qu'il en soit, si je suis en difficulté, mon honneur reste mon honneur. Donc je ne lécherai pas de la mangue qui a déjà été léchée par une personne que je ne connais pas, par-dessus le marché. Bon, quand c'est votre frère, autant il y a des bactéries, mais bon, les bactéries seront plus ou moins acceptables puisque ça vient de votre famille. Okay? Comparé à une personne, comparativement à, en tout cas, une personne étrangère que vous connaissez pas, vous venez à peine de rencontrer. Vous n'accepterez pas la mangue, n'est-ce pas? Vous ne mangerez pas le croissant, on a fait, n'est-ce pas? Moi, je connais une personne, il y a une personne quand j'étais plus jeune, qui n'aimait pas partager. Ok? Donc, quand moi on va partager, tout le monde mange. Lui, quand il a un pain ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? On était petits, on était tout petits. Il prend son pain, il fait, ouais, il va cracher dessus pour que personne ne lui demande. C'est ça. C'est ça le niveau de, je me demande bien qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui parce que voilà, si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez son passé. Je suis partisan de ça. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Si vous vous fâchez, vous pouvez fermer la vidéo. Nous, on continue. OK? Vous êtes là? Merci. Au Burkina Faso, il a été rapporté que le président Traoré a des intentions d'abolir les habits de seconde main. OK? Seconde main, second hand clothes, c'est-à-dire des habits déjà portés, les habits généralement qu'on envoie en Afrique, seront interdits d'entrer au Burkina Faso. Voilà ce qui a été rapporté. Il faudrait évidemment confirmer ces informations, mais c'est ce qui a été dit. Il est très intéressant de développer ces sujets pour essayer de voir, pour comprendre ce que ça représente. C'est grand. Bravo à monsieur Traoré. Bravo, pas seulement pour ça, en tout cas, bravo pour tout ce qu'il est en train d'effectuer jusque-là. Congratulations. C'est un homme grand. 37 ans d'âge, au-delà des capacités générales des 37 ans. Généralement en Afrique, quand on devient président de la République, même pas président d'ailleurs, quand on devient associé au cercle présidentiel, on devient riche, n'est-ce pas? On veut des voitures, on veut des camions, on veut avoir des maisons, on sirote du champagne, comme le font généralement des Congolais, là, tout ça, pendant le pays par... J'ai très pitié de ce pays, là, franchement. Je sais pas si, quel honneur y a-t-il pour les Congolais à être Congolais? Ce n'est pas, je ne m'attaque pas aux Congolais, c'est la structure, c'est l'habillement, c'est la couverture qui salit même l'intérieur. C'est triste. Restons dans notre histoire. Okay? Les Congolais trouveront solution à leur pays. En effet, ce qui m'intéresse ici, c'est parce que ça fait partie des pays que j'ai visités. Okay? J'ai visité beaucoup de pays en Afrique. C'est un pays qui m'a marqué parce que j'y ai été pendant un temps. Ben voilà. Donc comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, l'Ouganda,
comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, le Zimbabwe que j'ai fréquenté, c'est ça. C'est un sentiment, on voudrait les voir avancer et progresser. Bref, continuons notre histoire. Maintenant, on va essayer de voir ici qu'est-ce que ça représente. Quels sont les risques qui se présenteraient au cas où le Burkina Faso abolissait les habits venant des États-Unis? Alors, d'où viennent ces habits de seconde main? Okay? Ces habits, généralement, sont des habits qui sont facilités par des ONG. Okay? Les ONG, généralement, vont en Amérique, dans les maisons des particuliers, disant, écoutez, messieurs, est-ce que vous n'avez pas envie d'aider un petit Africain là-bas quelque part, qui traverse des moments très difficiles au Cameroun? Okay? C'est difficile. Il n'y a pas d'eau à boire, généralement, enfin, c'est à peine récemment que certains ont eu de l'eau à boire qui était puisée par des puits fabriqués par des Russes. Donc voilà, c'est leur système marketing. Est-ce que vous voulez pas envoyer des habits à quelques enfants de Bafoussam, s'il vous plaît? Alors les Américains, gentiment, oh, I want to help some African, let me help some African. Et voilà, ils prennent des habits, certains habits, ils ont chié dedans. Enfin bref, il n'a pas voulu laver ça, mais bon, il vous donne. Ça va arriver à Bafoussam et à d'autres pays d'Afrique. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va emmener dans le marché. Et beaucoup de gens qui aiment s'habiller, qui généralement trouvent que les habits américains sont de bonne qualité, vont au marché et acheter des habits comme ça et tout le bazar. Et évidemment, ceci emmène beaucoup de risques, sanitaires d'ailleurs, et beaucoup d'autres choses. Maintenant, les pays africains voulaient depuis un temps se libérer de cette histoire. Au nom de l'honneur, déjà présentement, on veut avoir de l'honneur. C'est un peu comme si on te donnait le beignet, là on a craché tout. Tu vas manger ça, même si tu as faim. Attendez. Non, vous n'allez pas manger. Alors, ces pays africains de l'Afrique de l'Est, par exemple, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et d'autres pays avaient décidé de s'écarter de cette histoire, c'est-à-dire d'éliminer les habits venant d'ailleurs, les habits des ONG de seconde main, pour faciliter l'industrie textile sur place, pour aider à ce que ceux qui sont sur place leur accordent une opportunité de pouvoir se développer et d'avancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis ensemble en réunion à plusieurs reprises pour dire on va abolir, on va bannir ces habits. Je veux vous rappeler ici, les États-Unis d'Amérique qui envoient à travers des ONG des habits en Afrique, ce n'est pas pour gratuit, ce n'est pas gratuitement. Ils ne le font pas gratuitement. Contrairement à ce qu'ils disent aux Américains, ils ne le font pas gratuitement. Quand ils arrivent en Afrique, ils vendent ces habits. Des habits qu'ils reçoivent gratuitement les Américains. Donc, c'est une industrie qui fonctionne très bien pour les Américains. Ça leur rapporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, récemment, en une année, l'import a été à peu près à 200 millions de dollars, les habits de seconde main, venant des États-Unis d'Amérique. Certains pays ont refusé, y compris le Rwanda. Le Rwanda a dit, nous n'accepterons plus les habits de seconde main. Pas ici chez nous, finito. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de promouvoir l'industrie textile sur place. OK? C'est-à-dire, quand on ferme le marché des Américains, OK, on va promouvoir ceux de chez nous. Ça va créer beaucoup de possibilités pour nos pays. Et c'était comme ça qu'ils ont commencé. Mais ils ont subi des conséquences. Quelles ont été les conséquences? Ils ont d'abord été menacés par les États-Unis d'Amérique qui a dit, si vous osez faire ça, on va vous kick out of AGOA. AGOA, c'est le système qui vous permet, c'est l'African Growth Economic Act. C'est un système qui permet à beaucoup de pays africains de pouvoir exporter ce que vous produisez. Si votre pays produit quelque chose, beaucoup de vos pays ne produisent absolument rien, à part des policiers qui tapent les gens, enfin bref, et qui ont peur de la guerre. Si votre pays produit des bananes, des patates, peu importe, vous pouvez exporter, ou peu importe quelle industrie, aux États-Unis d'Amérique, sans avoir à payer des taxes. Okay? C'est ça qu'est l'AGOA. Okay? L'AGOA a pour objectif, d'après les Américains, aider les Africains à pouvoir évoluer et à avoir un marché plus élargi. Mais en attendant, on veut aussi aider les Africains en leur important les habits de seconde main. Ou quelqu'un a chié des dents, on vous importe ça. Il ne faut pas refuser ça. Si vous osez refuser ces habits où on a chié des dents, on vous coupe d'AGOA. Je répète, je vous emmène à AGOA dans l'objectif de vous aider à avancer, à progresser, à avoir un grand marché. AGOA, c'est ça. Mais je vous emmène aussi des habits seconde main où des gens ont chié des dents pour vous. Si vous refusez ces habits, on vous balance d'AGOA. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'AGOA a vraiment pour objectif de nous aider ou pas? Parce qu'apparemment, l'AGOA est conditionnée au fait, en tout cas l'un de fait, si vous refusez nos habits, on vous chasse d'AGOA. On se pose la question. Alors, qu'est-ce qui est passé au Rwanda? Il y a eu plusieurs impacts. On va voir le Rwanda et le Zimbabwe. Ça fait partie des pays qui ont eu des impacts. L'impact positif, il y a eu croissance de l'industrie textile locale. L'interdiction visait à encourager la croissance de l'industrie textile et de l'habillement local. En réduisant l'afflux de vêtements d'occasion, les fabricants nationaux ont pu développer, créer des emplois et développer la chaîne d'approvisionnement locale. Donc, ces Africains ont pu avoir la capacité de pouvoir produire sur place et à donner des habits de qualité à leur propre population. Deuxièmement, il y a eu création d'emplois. Donc, le gouvernement espérait stimuler l'emploi, favorisant la production textile locale. Donc, la culture de coton,
quand vous avez ces gens qui travaillent sur place, on crée de l'emploi. Okay? Il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent et aident leur famille. L'impact négatif sur la population, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont marchands, vendeurs des habits de seconde main. Hein? Je sais que vous avez déjà acheté des habits de seconde main, il ne faut pas faire semblant. Beaucoup même ont acheté des caleçons, tout ça au seconde main. Attendez, il faut reconnaître. Moi aussi j'ai acheté, quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Des caleçons de seconde main. Hein? On trouvait que c'était de bonne qualité, non? Quand on était adolescent, on se dit, bon, la fille là, elle va voir, hein, ça sera, c'est écrit USA ici. On préférait ça par rapport au calbar chinois, n'est-ce pas? C'est de la bonne qualité. Faut pas faire semblant, hein, écoutez. C'est pas parce que vous avez appris à parler français, à fignoler comme Mélenchon qu'il faut faire semblant. C'est bon. Enfin, bref, on continue. Alors, l'impact négatif, beaucoup de marchands ont perdu leurs opportunités puisqu'ils vendaient et tout le bazar. Et c'était compliqué. L'impact négatif, encore à nouveau, c'était le fait que la plupart des gens qui achetaient ces habits de seconde main ne pouvaient malheureusement plus acheter des habits locaux parce que produire des habits sur le plan local, ça nécessite beaucoup plus d'implication et ça coûte cher. Ce n'est pas pour l'ouvrier, l'enfant du jardinier, tout le bazar. Alors, il y a aussi eu un problème majeur. C'était la compétition des habits venant de la Chine. La Chine vient en Afrique avec des habits produits à moins cher. Et c'est absolument difficile pour un textile, un producteur sur place qui essaie de créer un business pour pouvoir compétir avec la Chine. Les gens vont aller acheter chez les Chinois, même si c'est pas de la bonne qualité, parce que ça coûte moins cher. Donc, les gouvernements africains ont été incapables de faire des subventions aux entreprises de textile pour leur permettre de pouvoir croître et d'avancer et de compétir. Maintenant, en ce qui concerne le Rwanda a eu des exemptions avec les États-Unis d'Amérique. Bien qu'ils aient menacé à plusieurs reprises de les chasser de la Goa, ils n'ont pas vraiment été chassés comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme accord. Ils ont eu des discussions et ça s'est amélioré. Contrairement à l'Ouganda, qui clairement, après avoir refusé, on leur a dit si vous osez, on vous chasse. Donc, les pays de l'Afrique de l'Est, beaucoup parmi eux, ont décidé de rester chez AGOA. Donc, de ne pas abolir ces habits. Maintenant, ce qui est important à retenir ici, c'est la notion que les chiens ne font pas des chats. Okay? Les chiens font-ils des chats? Absolument pas. Monsieur Traoré vient de la lignée de Thomas Sankara, parlant des Burkinabés. Ok? Thomas Sankara était le premier président africain à dire, écoutez, je ne veux plus de ce salaire. Je ne veux pas du salaire de président. Payez-moi en tant que capitaine, ou, vous comprenez, militaire. Il était capitaine, n'est-ce pas? En tant que militaire. Payez-moi en tant que militaire. C'est le salaire que je veux. Imaginez un président africain, noir, jeune, dire, payez-moi en tant que militaire. Je ne veux pas du gros salaire. La majorité d'Africains qui sont à peine dans le cercle présidentiel ou gouvernemental commencent déjà à vivre comme des rois. On vous interdit de regarder. Pourquoi tu me regardes? Je peux te faire arrêter. C'est comme ça. C'est ça la mentalité des républiques bananières. Et vous comprenez pas pourquoi vous ne gagnez pas la guerre. Ce n'est pas possible. Même les anges sont en colère. Ce n'est pas possible. Le simple fait de faire partie du cercle d'influence, vous commencez à maltraiter les gens, vous commencez à piétiner les gens, vous commencez à tabasser des gens, à tuer des roulages. Il faut essayer de faire leur travail correctement. Mais pendant la guerre, vous fuyez. C'est chaud et c'est triste. Monsieur Ibrahim Traoré, à 37 ans d'âge, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, a aussi dit, je veux pas mon salaire en tant que président de la République. Payez-moi en tant que militaire, parce que je suis militaire. Je suis militaire avec un cerveau. Parce que quand vous prenez des voyous dans le quartier, il y a des pays ici qui pensent que prendre un militaire, il faut simplement chercher des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Non, il faut sélectionner un militaire. Un homme armé sans cerveau est un danger au public. Ce sont ces gens-là qui tuent des gens pour des choses banales. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? C'est ça. Il faut méticuleusement sélectionner qui ira à l'armée parce qu'il représente la vie et la mort quelquefois, ou la protection de la nation. Et une personne instruite a des valeurs à hauteur plus élevées qu'une personne qui n'est pas instruite. En ce qui concerne la dignité, mourir pour la patrie, il a des raisons pour lesquelles il le ferait. Il donnerait sa vie pour ça. Même une personne qui ne réfléchit pas, il pense seulement à l'argent qu'il recevra. C'est l'argent qui importe. Pour lui, c'est mon commandement. Mon commandement paye pour mon estomac. Pour le reste, je m'en fous. C'est tout. Monsieur Traoré veut arrêter cette histoire. Et jusque-là, il a fait un travail excellent. À des projets de construction, des appartements, des logements pour des gens en difficulté, des projets pour subvenir aux besoins des femmes dont les maris sont partis à la guerre et sont tombés. C'est incroyable pour une personne de son âge. On dit il faut respecter les vieux parce qu'ils sont sages. C'est faux, pas en Afrique. Ce n'est pas valide. Laissez-moi vous dire une chose, les gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils apprennent simplement à fignoler français. Hein? Voilà pourquoi, moi, quand je suis avec quelqu'un que je considère comme un égal ou un ami, et qu'il a un monsieur qui l'appelle mon vieux, je ne l'appelle pas directement mon vieux. Je ne fais pas des bêtises là comme ça. Il est ton vieux, ce n'est pas mon vieux. Hein, pour qu'il devienne mon vieux, il doit prouver qu'il mérite d'être mon vieux. Parce que moi, je suis vieillard, tel que je suis là. Jeune, mais vieillard. Par respect, on va se parler. Ah, comment allez-vous? C'est point d'interrogation. Le vouvoiement est mutuel. Je ne joue pas à ce jeu-là stupide. Oh, c'est mon petit, tu es mon petit, parce que je ne suis pas ton petit. Tes petits sont chez vous à la maison, il faut aller les voir.
Beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après ça, c'est des poltrons qui parlent français. Ils ont appris quelques mots en français, une petite littérature française pour m'impressionner. Voilà. C'est ça la mentalité francolâtre d'ailleurs. Où celui qui parle d'un français un peu plus restreint donne l'impression d'être un intellectuel, machin, histoire. Mais en pratique, c'est absolument zéro. On n'a pas besoin de tout ça pour avoir un pays qui fonctionne. On n'a pas besoin d'un français extraordinaire ou des études, machin, histoire. Non, absolument pas. Regardez l'exemple de monsieur Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'il a fait l'université, mais il y a pas de doctorat là-bas. Ou extraordinaire ou bac plus 75, il y en a pas. C'est un monsieur normal, un capitaine qui fait un travail extraordinaire. Donc c'est ça. Les impacts sont là. Le Zimbabwe a fait un travail aussi. Ils ont éliminé les habits de seconde main, mais ils ont subi des conséquences plus néfastes. Bon, on ne sait pas pourquoi il y a eu favoritisme ou préférence, peut-être disons, du Rwanda par rapport au Zimbabwe, par les Américains, ok? Parce que le Zimbabwe a vraiment subi. Ils ont été sanctionnés, ça a été chaud sur eux. Peut-être c'est parce que le Zimbabwe a rejeté les Blancs anglais à l'époque et ont retiré des terres. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été durs avec eux. Mais en tout cas, les États-Unis d'Amérique, qui a promis à l'Ouganda d'être sanctionné de l'AGOA, qui a sanctionné activement le Zimbabwe, ne l'a pas fait avec le Rwanda. Point d'interrogation. En tout cas, Ibrahim Traoré, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait. Ça n'existe pas. Il a ses défauts. Mais en ce qui concerne ce que vous voyez actuellement de cette personne et de sa personnalité, le travail qu'il fait, le travail qu'il abat régulièrement, il y a chaque jour des informations et des faits, des choses concrètes que monsieur accomplit, des hôpitaux, des routes, des machineries pour la guerre, des drones et tout le bazar. C'est difficile à nier. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'Afrique, qu'est-ce que c'est beau l'Afrique? L'Afrique est tellement beau que quand vous parcourez l'Afrique, vous avez un sentiment incroyable, un sentiment de chaleur, un sentiment de bonheur. Okay? C'est toujours recommandé, comme je le dis très souvent, d'essayer de comprendre l'Afrique dans son intégralité, pas seulement dans l'espace régional. Sinon, vous ne comprendrez rien. Vous resterez coincé, cloîtré dans un point de concentration, pensant que tout le monde réfléchit comme vous. Et quand vous rencontrez des gens qui ne réfléchissent pas comme vous pensez qu'ils sont fous. Il est important de regarder ailleurs. Pas seulement en Europe ou en Occident, mais regardez ailleurs, à votre côté, pour comprendre comment les gens fonctionnent. Regardez le Kenya et apprenez les Kenyans. Ce sont des gens qui n'ont pas peur. Okay? Quand il s'agit de révolution, quand il faut réclamer leurs droits, ils n'ont pas peur. Ils sortent dans les rues, on leur tire dessus. En fin de compte, on change les donnes. On change les lois. C'est pas comme les autres pays ici, on tape. Moi, j'ai pas envie de mourir. Ils sont prêts à vivre dans l'esclavage. Les esclaves parfaits. Okay? L'esclave parfait. Ils vous donneront même des versets spirituels supportant leur idée selon laquelle toute autorité vient de Dieu. Donc, n'osez pas vous lever contre l'autorité. Si vous regardez la même Bible, puisque beaucoup se servent de la Bible, vous retrouverez toute une brochette de rebelles dans la Bible contre l'État oppresseur. En Afrique du Sud, il y a un monsieur, un blanc, Phil Craig. Okay? Il est né en Grande-Bretagne. Né en Grande-Bretagne, parti en Afrique du Sud en 2004, le monsieur a commencé un groupe qu'on appelle ONG. Ce groupe a pour objectif de créer un nouvel État en Afrique du Sud. Donc séparer une grande partie de l'Afrique du Sud, une province qu'on appelle Western Cape. Il veut faire de Western Cape un État. Et jusque-là, on lui a encore rien fait. Et la partie la plus intéressante, c'est quoi? Je suis en train de voyager pour les États-Unis pour rencontrer Donald Trump et avoir une discussion. C'est de la folie. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage à faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. OK. Donc, un partisan de l'indépendance du Cap, Cape Independence, cherche à rencontrer Trump. Ce monsieur-là s'appelle Craig Phil, fournit beaucoup d'efforts depuis quelque temps pour rencontrer Donald Trump. Et l'accès lui a été accordé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dans l'intention d'aller aux États-Unis et que nous allons y faire du lobbying pour l'indépendance du Cap. Nous avons pris des conseils juridiques. Nous avons toujours été une organisation qui est restée dans les limites de la Constitution U et qui milite pour l'indépendance du Cap de manière démocratique, pacifique et légale. Donc nous sommes sur le point d'aller aux États-Unis et nous venons juste si le conseil que nous avons reçu, et je pense que c'était un conseil judicieux, c'est écoutez, ne faisons rien de sournois. Nous allons mettre nos cartes sur table. Nous serons très transparents dans ce que nous faisons. Nous avons écrit au président, au premier ministre et au ministre du DIRCO et nous leur avons dit écoutez, nous pensons avoir le droit de faire cela. Nous avons l'intention de le faire.
mais dans un esprit de fair play, nous allons vous donner un préavis complet et nous vous invitons à faire toute observation si vous estimez que nous n'avons pas le droit de le faire. Qu'est-ce qui se passerait dans cette réunion? Cette réunion visera à sensibiliser à la campagne pour l'indépendance de Cap et à fournir des informations clés sur sa vision et ses objectifs, y compris ceux qui pourraient être perçus comme bénéfiques aux États-Unis. Donc, monsieur cherche à dévoiler ce qu'il trouve comme position et aussi qu'est-ce qui sera bénéfique aux États-Unis d'Amérique si vous m'accordez ce que moi je désire, avoir une partie, une province d'un pays que je ne connais pas, un pays que j'ai visité pour la première fois en 2004 ou un pays que j'ai adhéré en 2004. Allez-vous m'accorder l'opportunité de séparer ce pays pour finalement vous accorder aussi une possibilité d'entrée? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouvertement, notre mentalité et leur mentalité, c'est identique. Voilà ce que monsieur dit. Notre mentalité, la mentalité western est identique. En disant notre, il fait référence à lui et aux Blancs qui vivent dans le Western Cape. Rappelez-nous simplement pourquoi le Cap occidental est différent. Eh bien donc idéologiquement, cela peut venir de il y a évidemment beaucoup de composantes, mais fondamentalement, la façon la plus simple de le voir, c'est de parler du résultat des élections. Vous savez, nous vivons dans une démocratie et nous décidons comment nous sommes gouvernés en votant. Et depuis 31 ans, le Cap occidental vote fondamentalement différemment du reste de l'Afrique du Sud. Donc, les habitants du Cap occidental, sans l'ombre d'un doute, objectivement, veulent être gouvernés d'une manière différente de celle dont la majorité des Sud-Africains souhaitent être gouvernés. L'essence de l'indépendance du Cap est de dire « nous n'avons rien contre le reste de l'Afrique du Sud ». Je pense même que l'Afrique du Sud pourrait bénéficier des mêmes solutions. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas continuer à être gouvernés par un gouvernement pour lequel nous n'avons pas voté, qui a des performances absolument désastreuses. Sans l'indépendance du Cap, nous n'obtenons pas le gouvernement pour lequel nous avons voté et nous ne pouvons pas destituer le gouvernement pour lequel nous n'avons pas voté. Nous sommes piégés dans ce système. Alors, qui est Phil Craig? Phil Craig est un immigré britannique qui a déménagé en Afrique du Sud en 2004. Il est résident permanent, mais pas citoyen sud-africain naturalisé. Donc, monsieur n'est même pas encore citoyen sud-africain. C'est un résident permanent. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que pourquoi on ne le refoule pas? Question mark. Pourquoi on ne le refoule pas? Pourtant, les Noirs sont chassés de l'Afrique du Sud. Les Noirs sont balancés, sans difficulté. Il est une figure importante du mouvement pour l'indépendance Cape Militant, pour la sécession de Western Cape et potentiellement de certaines parties du Northern and Eastern Cape. Voilà, Western Cape, c'est ça, c'est une province. Eastern Cape, c'est ça, et Northern Cape. Il veut tout le Western Cape, une partie du Northern Cape et une partie de Eastern Cape pour créer son pays à lui, dans les pays des gens. Craig est aussi décrit comme un entrepreneur en série et dirige le Cape Independence Advocacy Group. Monsieur a de l'argent, avec son argent, il veut faire ce qu'il peut. Voilà, avec de l'argent, on peut se permettre beaucoup de choses. De manière intéressante, la réaction des Noirs sud-africains est quand même, ça attire l'attention parce qu'on les connaît très expressifs en ce qui concerne les Noirs étrangers. Laissez-moi dire ceci. Maintenant, aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, commencez à prendre des dispositions pour savoir où vous allez avoir ce bébé. Où allez-vous accoucher de ce bébé? Parce qu'ici, vous ne viendrez pas. Pretoria West, vous ne viendrez pas. Et notre gouvernement? Nous ne voulons plus de vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous! Commencez à prendre des dispositions pour savoir où vous allez accoucher. Parce qu'ici, nous ne voulons pas de vous. Ouais, Ramaphosa. Il vous ouvrira la frontière. Tu peux y aller et... Oui, tu peux entrer dans la maison de Ramaphosa. Il vous aidera à accoucher. Les Noirs étrangers, surtout illégaux, ne sont pas très tolérés en Afrique du Sud, c'est clair. C'est un beau pays, mais quand il s'agit des Noirs étrangers, surtout illégaux, il y en a beaucoup. Okay? Ils font partie de gens qui aussi saignent le système parce qu'ils prennent de boulot à un prix très bas, chose qu'on pourrait tout à fait comprendre quand vous partez chez autrui, dans un milieu où on paye les gens peut-être $1000. Toi, tu dis avec $200, je vais travailler. En fin de compte, on commence à laisser partir les autochtones pour vous prendre vous. Il y a un sentiment d'aigreur qui se crée. C'est naturel, n'est-ce pas? Vous partez dans des endroits, vous travaillez, les gens cherchent la paix, on veut une augmentation. Vous ne demandez pas d'augmentation. En fait, vous voulez une soustraction de ce que les gens recevaient avant vous. Est-ce qu'ils vont vous aimer? C'est clair qu'on ne vous aime pas. Bon, autant, il y a des raisons de dire qu'ils sont xénophobes et tout le bazar. Il y a aussi des raisons pour comprendre pourquoi ils pourraient devenir xénophobes. Quand vous venez chez eux, soudain, il y a la criminalité qui monte et ce sont vos gens qu'on attrape avec des fusils en train de buter des gens. Écoutez, à un moment donné, il faut être correct. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont xénophobes. Il faut aussi regarder les choses. Pourquoi ils sont devenus xénophobes? Étaient-ils xénophobes au départ? Absolument pas. Donc, ils ont des raisons qui peuvent être justifiées par les actions, surtout des Zimbabwéens et des Malawites, dans beaucoup de secteurs. Alors, pourquoi c'est dangereux? Vous savez, vous connaissez la Somalie,
sur la carte est Somaliland. Somalie et Somaliland, avant, dans le passé, étaient un pays. Okay? Mais avant d'être un pays, ils étaient deux pays différents. À l'époque, avant l'indépendance, Somalie était contrôlée par les Italiens, pendant que Somaliland était contrôlé par les Britanniques. Okay? Avec l'indépendance, dans les années 60, la Somalie et Somaliland se sont décidés de merger, devenir un seul pays. Travailler ensemble. Ils sont devenus un seul pays jusqu'en 91. En 91, la guerre a commencé en Somalie. Vous savez, avec leurs histoires, leur version de l'islam et tout le bazar, c'était insupportable. Les Somaliens ont décidé de se retirer, de former leur pays indépendant. Mais c'est un pays qui n'a jamais été reconnu sur le plan international. Récemment, ils ont fait appel aux États-Unis de venir ouvrir un port ou un point militaire, une base militaire en Somaliland. Donc, on offre aux Américains, venez ouvrir une base militaire ici. Dans quel objectif? Pour qu'ils soient reconnus. Et Donald Trump est très positif par rapport à ça. Donc, les États-Unis d'Amérique, si les États-Unis d'Amérique reconnaissent Somaliland, ça deviendra directement un pays. Alors, n'est-ce pas une histoire similaire avec ce qui se passerait en Afrique du Sud si Phil Craig partait rencontrer Donald Trump et agréer sur certains points et les avantages qu'il compte offrir à Donald Trump en Afrique du Sud, un pays d'accueil. Je vous rappelle encore une fois, il y a une ville en Afrique du Sud au nom de Orania, sur la carte Orania. Ouais. Orania, c'est exclusif. Il n'y a que les Blancs qui sont là-bas. Il faut être africaneur et chrétien. Parler africain, c'est être de la descendance africaine. Ancestry. Les Noirs ne sont pas autorisés. Tout ce qui travaille comme huissier, comme jardinier, comme tous, ils sont tous blancs. Le reste de l'Afrique du Sud, il faut reconnaître que la majorité des agents de sécurité, des huissiers, des jardiniers sont tous noirs. Pas à Orania, on n'en veut pas. Là, c'est chez eux, ils ne veulent pas. C'est dans le pays de Mandela, mais la constitution sud-africaine leur a donné le droit de se recueillir et de se réunir selon les groupes. Donc, en d'autres termes, comme dans votre pays, si vous vous reconnaissez en tant que groupe spécifique, vous pouvez créer votre histoire à vous. C'est accepté en Afrique du Sud. Dans d'autres pays, on dirait que c'est du tribalisme. Leur constitution leur donne le droit de pouvoir se recueillir, se retirer. Et c'est le même point qu'utilise M. Craig Phil pour se servir afin de retirer une partie de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud. Voilà ce que c'est, les amis. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi on ne le refoule pas? Pourquoi on ne réagit pas? Aurait-il peur de Phil Craig? Aurait-il peur de la réaction des Américains et de l'Europe? Il faut tenir en compte que c'est une belle opportunité pour lui. Il a saisi l'opportunité pendant que l'Afrique du Sud et les États-Unis, ça ne marche pas tout à fait en ce moment. Après que Trump eut accusé l'Afrique du Sud de faire des génocides contre des Blancs. C'est un génocide qui est en train de se produire et dont vous ne voulez pas parler, mais c'est une chose terrible qui se passe et les agriculteurs sont tués. Ils se trouvent être blancs, mais qu'ils soient blancs ou noirs, cela ne fait aucune différence pour moi. Mais des agriculteurs blancs, là, sont brutalement tués et leurs terres sont confisquées en Afrique du Sud. Il saisit cette opportunité, en fait, juste au moment où la relation est vraiment au bas, au plus bas. Et au moment où un général sud-africain, un militaire noir, parti en Iran, a dit ouvertement que le combat que combat l'Iran est le même combat que les Sud-Africains combattent. Ce n'est pas tout à fait ce que les autorités sud-africaines voulaient entendre, venant d'un militaire sud-africain, surtout en ce moment-ci. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Un tour vers l'Afrique, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La vie ne se limite pas autour du Bénin, du Burkina Faso, de Lomé, du Mali. Laissez votre commentaire avant de partir, c'est toujours important de vous lire. Vous êtes des gens qu'on connaît très intelligents. God bless.